Pour découvrir l'univers de nos sols et mieux les connaître, je suis partie à la rencontre de paysans inspirants. Chacun à leur manière, ils ont su comprendre, respecter et travailler leur sol de façon durable, avec des résultats souvent bien supérieurs à l'agriculture intensive. Ancien kinésithérapeute et chercheur en santé naturelle, Raphaël est un amoureux du vivant dont l'une des obsessions est la sauvegarde de la biodiversité. À Saint-Privat, dans le Languedoc, il a réussi l'impossible, créer une oasis d'abondance en partant de rien. À l'époque, il y avait un engouement pour ces petits villages. Tout était devenu très cher. Et je n'ai eu la possibilité d'acheter que ces terrains sur le plateau de la Bruyère, qui sont en fait d'anciennes carrières. Et voilà, je me suis dit, on va faire quand même ce projet agricole sur un terrain stérile. On va voir, on va trouver des solutions. Alors, il fallait être un peu fou pour aller contre un interdit dont parlaient tous les paysans, les techniciens agricoles. Ils disaient c'est pas possible avec 4 d'acidité et il n'y a pas de matière organique. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'herbes comme vous avez vu aujourd'hui. J'ai mis 10 ans avant d'avoir les premières herbes, mais je n'ai pas attendu qu'il y ait de l'herbe pour planter. On a commencé par planter 1500 oliviers. Je me suis dit voilà, l'olivier est très rustique, il va s'y faire. Donc on a mis des petits plants de 30 cm avec une terre d'ailleurs que je ramenais de Savoie, puisque au début je venais de Savoie et là où j'habitais il y avait de la terre noire en abondance. Et en 205 avec une remorque de 400 kg, voilà, je mettais une grosse poignée par pied. Petit à petit, le sol s'est constitué en faisant des engrais verts, mais j'ai commencé par de l'avoine, pas de semences, mais qu'on donnait aux animaux, aux chevaux. Et ça a fait une petite avoine de 2 cm jaune, et après de 5 et de 7, et quand ça a fait 10-15 cm, il y a eu 1 ou 2 grains. Et donc avec le cover crop, j'enterrais cette avoine, j'ai mis des engrais verts comme des moutardes, des facélies. Je me suis occupé d'une coopérative qui était en faillite, et il y avait beaucoup de déchets organiques. Et en face, il y avait la coopérative de vin, et à l'époque, ils ne savaient pas quoi faire de tous ces déchets végétaux. Et donc, voilà, je les ai mis autour des petits oliviers. À ma surprise, les arbres se sont formés et le sol, en fait, le temps a joué en sa faveur, puisque petit à petit, les bactéries se sont développées, les champignons mycorhizes sont allés de racine en racine. Et c'est vrai que cette vie s'est installée dans ce sol. Et très vite, on a eu de belles récoltes. Et regarde comme ça sont bons les olives. Et ensuite, quand on a voulu faire un verger de variétés anciennes, il était difficile d'en trouver. Et je me suis dit, voilà, il y a une réelle perte de la biodiversité fruitière. Et j'ai eu l'idée de faire quelques petits conservatoires. Et ce qui a déclenché un peu cette passion et le fait que maintenant, j'ai fait des conservatoires sur tous les fruits et avec de nombreuses variétés, c'est que les conservatoires français ont fermé les uns après les autres. Et quand j'ai appris que Porquerolles allait fermer dans quelques années, j'ai redoublé de recherches pour constituer un capital génétique patrimonial important. Et ma recherche, venant du médical, est allée vers des arbres qui pouvaient servir à la santé et les traduire en alicaments. Mon but, c'était de créer ce cercle vertueux où on sauve la biodiversité,
on crée des emplois durables et on propose une alternative à la chimie, aux médicaments des laboratoires chimiques. Pentophilum gynostema, la plante de la longévité. Alors l'existence d'un lien direct entre le sol et la santé, c'est quelque chose qui est aujourd'hui l'objet de beaucoup de travaux et qui n'est pas toujours très direct, mais qui est certain dans plusieurs cas de figure. D'abord, il est clair que si on a un sol qui remplit sa fonction de sol, c'est-à-dire d'être finalement nourricier et protecteur pour la plante, et notamment pour les racines des plantes, on va pouvoir avoir moins recours aussi bien aux engrais qu'aux pesticides. En fait, en retrouvant une logique des sols, on n'a plus besoin de ces béquilles que l'agriculture a proposées dans la gestion des sols et de l'agriculture en général. Et donc, on va éviter ces effets de bord écologiques qui peuvent se transmettre sur la santé humaine, que sont les pollutions des eaux par les engrais. Et puis on va bien sûr éviter aussi tous les effets directs sur la santé, des pesticides sur ceux qui les appliquent, et des pesticides sur ceux qui consomment des produits où il y a des résidus de ces pesticides. Donc demain, déjà, retrouver la logique du sol, c'est pouvoir espérer produire des produits qui ne s'appuient pas sur des béquilles aux effets secondaires nocifs pour notre santé. Et puis, dernière chose, il faut bien comprendre qu'une plante est nourrissante quand elle est bien nourrie, mais elle a des effets, des vertus vitaminiques et puis protectrices en termes de tanins, de polyphénol, quand elle est quand même un peu stressée. Et retrouver une logique de plantes échangeant avec le sol, bien dosée, c'est faire des plantes qui sont sur le fil du rasoir entre le stress, qui est générateur de tout un tas de métabolites secondaires qui pourraient être bons pour notre santé, et la profusion, la croissance, qui va permettre d'avoir du sucre et des substances nutritives dans le produit agricole. C'est magnifique. Tous ces fruits et tous ces légumes anciens d'avant 1950 avaient jusqu'à 100 fois plus de vitamines, d'oligo-éléments et surtout, ce que je recherche, des polyphénols et des anthocyanes. Et donc, les chercheurs s'accordent à dire que notre nourriture actuelle, en plus d'être une nourriture uniforme, mais c'est une nourriture creuse. Il n'y a rien dedans, il y a beaucoup d'eau. Tu vas goûter, tu auras le goût de la poire du siècle dernier. C'est une très vieille beurrée hardie. C'est le goût que des poires de mon grand-père. Ce goût un peu musqué. On a mis dans la tête aux producteurs cette notion de temps à l'hectare, de productivisme, mais on a oublié qu'à l'autre bout de la chaîne, il y a un consommateur qui, lui, va recevoir ce que tu produis, et il faut remettre de la fierté et de la dignité dans ce métier de paysan, parce que voilà, c'est un beau métier qui nourrit les autres. Ce qui me paraît intéressant, c'est que le fonctionnement naturel des sols garantit une agriculture qui à la fois est respectueuse des ressources naturelles, mais qui en même temps n'est pas forcément une énorme dépense énergétique et une énorme contrainte pour les agriculteurs, parce que dans certains cas, ça peut faciliter leur travail, justement. Plus le sol va s'améliorer, plus le sol va s'aggrader, plus évidemment les pratiques seront de moins en moins nécessaires, puisque le sol, revenant vers sa fertilité naturelle, va être capable lui-même de générer dans le sol tous les flux, tous les échanges de matière, de minéraux, dont ont besoin les plantes au moment précis où elles en ont besoin. Je mets encore, mais de moins en moins, des engrais bio à base de chiquettes de mouton, de betteraves, de déchets de betteraves, etc. Mais de plus en plus, je sens que mon sol est en train de devenir autonome. On ne peut pas faire autrement que de respecter les fonctionnements naturels de la fertilité des écosystèmes si on veut maintenir une fertilité stable. Sinon, on est emprisonné dans la vision de l'agriculture moderne. Il faut chaque fois rajouter des intrants pour essayer de maintenir une fertilité qui en fait est totalement artificielle. J'ai ce regard de thérapeute. Alors pour moi, le sol est essentiel parce que je peux faire un parallèle entre notre biotope intérieur et le biotope du sol. Toutes ces microbactéries qu'il y a dans le sol, nous les avons aussi dans notre intestin. Et pour que
tout le monde ait accès à cette nourriture délicieuse et bonne pour la santé. Il faut que le sol soit vivant, il faut qu'il puisse produire des oligo-éléments par lui-même. Et voilà, pour l'apéro. Les qualités organoleptiques que développe une plante, c'est vrai en médecine, en phytothérapie, mais c'est vrai aussi pour l'agriculture, en fait, dépend aussi de la complexité de l'écosystème racinaire. Parce que la plante entretient des interactions avec des bactéries du sol. Ça veut dire en clair que la bactérie reçoit un signal de la plante. En réponse à ce signal, elle renvoie un autre signal. La plante prépare au niveau racinaire des nodules, des petites logettes, dans lesquelles la bactérie va venir vivre. Et à partir de là, la bactérie vit à l'intérieur de la racine. Elle donne de l'azote à la plante, puisque cette bactérie sait fixer l'azote atmosphérique, ce que ne savent pas faire les plantes. Donc la bactérie donne l'azote à la plante, et la plante envoie des sucres, du carbone, à la bactérie. Et donc c'est une symbiose, c'est un équilibre réciproque. Eh bien, une plante qui est nodulée, elle produit plus en quantité de fruits, mais il va y avoir aussi un effet sur la qualité. Toutes les cultures, la qualité d'une plante médicinale ou d'un aliment, c'est une interaction entre le climat, le sol et l'origine génétique, la variété génétique de la plante. Et voilà. Ce yacon est un probiotique. Voilà, c'est vraiment un légume médecine que je conseille depuis des années. Les Indiens Tzotzil dans les Andes se désaltéraient beaucoup avec ça. La poire de terre. On a l'impression de manger une poire. Je suis heureux d'avoir trouvé dans certains fruits la solution comme le yacon, certains légumes racines. Et ce sol, on s'est évertué à le rendre vivant d'abord, et on a planté ensuite pour que justement il y ait cette interaction entre le sol, la plante et ce qu'il va produire pour l'homme. C'est le moment de semer le lupin. C'est un oléagineux qui a disparu et depuis de nombreuses années, on essaye de le réintroduire pour faire un engrais vert. C'est le plus puissant des engrais verts puisqu'il arrive à donner plus de 300 kg à l'hectare d'azote. Donc il prend l'azote dans l'air, c'est mellifère, ça crée ensuite une touffe racinaire énorme, ce qui va faire de la matière organique dans les sols très pauvres ici. On a sélectionné une variété qui est bonne pour l'homme et qui peut être une alternative au soja, puisque, comme vous le savez, on détruit beaucoup de forêts primaires. Il est indécent de continuer à laisser faire ça avec des sojas OGM surtout. Et donc, le lupin, vraiment, est une alternative. On peut faire un lait merveilleux, on peut faire de la farine sans gluten, on peut nourrir le bétail de façon saine, et en plus, la terre est revivifiée. Au lieu des cultures avec pesticides, eh bien là, ça va être très mellifère, les abeilles se régalent, et voilà, tout le monde y trouve son compte. Tout ce travail pour aller vers l'abondance fruitière, préserver la biodiversité, voilà, produire de très bons fruits, de très bonnes huiles d'olive, eh bien, ce que j'ai appris, c'est le respect de la terre, à faire avec la roche, faire avec les désordres climatiques, faire avec ces sécheresses énormes. Et petit à petit, on a trouvé les solutions. La nature m'a souvent indiqué la voie. Et maintenant, j'ai une autre vision quand le matin, je me lève et je vais dans mes champs et dans mes vergers. Eh bien, voilà, j'essaye de vibrer à l'unisson avec tout ce monde végétal. Oh oui. Oh, qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que t'as vu? Ah, mais tu l'avais pas vu? T'avais pas vu la caméra? Oh, bah ça alors.
j'ai pris voilà, la conscience, la mesure de cette autre dimension qui n'est pas toujours visible, mais voilà, qui est fondamentale si on veut vivre avec cette nature, se reconnecter avec elle et voilà, vivre ensemble. Es